Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de parentalité et spécifiquement de pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'être un parent en 2026 quand on essaie d'éduquer son enfant de manière bienveillante, en étant à l'écoute de ses besoins, en étant vraiment là pour lui. Et que si t'as l'impression que c'est hyper dur et que vraiment tu fais n'importe comment, eh bien ça veut probablement dire que tu fais exactement comme il faut et que tu es sur la bonne voie. Et c'est vraiment une vidéo qui est pas que pour les parents, parce que bien sûr en tant que parent, de comprendre ce qui se passe, de pouvoir te déculpabiliser, ce qui est le but de cette vidéo, c'est vraiment important. Mais c'est aussi une vidéo qui va montrer comment est-ce que on s'adapte aux besoins de l'enfant, donc ça peut aussi te parler de ton propre enfant intérieur, de ta propre enfance, et puis si tu veux être parent un jour, quel va être le défi auquel tu vas t'affronter et comment est-ce que tu peux te préparer au mieux à ça. Et même si tu t'intéresses à la parentalité de manière générale parce que c'est intéressant, ou simplement à la guérison émotionnelle, c'est vraiment une vidéo qui va t'éclairer. Et donc ce dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que quand on veut être parent en accueillant les besoins de son enfant, c'est extrêmement difficile parce qu'on est une génération dont les besoins n'ont pas été accueillis. Et on se retrouve avec cette tâche d'aider nos enfants à se réguler, ce qui est normalement le travail d'un parent qui est vraiment disponible pour son enfant, qui s'adapte à lui, alors que nous-mêmes, on n'a jamais reçu cette régulation de la part de nos parents. Et donc, on se retrouve dans une situation où on doit à la fois réguler notre enfant, l'aider à se réguler, et en même temps, on est constamment nous-mêmes dérégulés et on doit trouver des manières de se réguler nous. Donc je vais t'expliquer un peu ce que ça signifie tout ça, ce que ça signifie aider son enfant à se réguler, pourquoi notre enfant a besoin de ça, et comment est-ce que on va pouvoir faire ça, comment est-ce que les défis de la parentalité, c'est des choses qu'on peut relever, mais que bien sûr, ça va demander beaucoup plus de contact avec nous-mêmes, beaucoup plus de travail sur nous-mêmes que juste les générations d'avant, qui simplement demandaient l'obéissance de leurs enfants ou qui ne rentraient pas vraiment en lien avec ce que leurs enfants ressentaient réellement. Et en tant que psychologue, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je rencontre beaucoup dans ma pratique. Moi-même, je suis maman d'un enfant qui va avoir bientôt 5 ans, donc c'est aussi un défi que j'ai dans ma vie personnelle. Et je vois vraiment en quoi ça peut mettre en difficulté parce que ça va vraiment nous faire face à des choses extrêmement profondes de nos propres blessures. Et pour être présent pour notre enfant, il y a aussi tout un chemin intérieur à faire. Déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que être parent, quand on écoute nos enfants, c'est par définition plus difficile que si on ne les écoute pas. C'est-à-dire qu'un enfant, il sent bien la place qu'il a pour exister, pour s'exprimer. Et si on ouvre un espace où l'enfant se sent accueilli, où il se sent entendu, où il sent qu'il a le droit d'être qui il est, eh bien il va être qui il est, il va montrer ses émotions, il va montrer ce qu'il ressent, et on va devoir le gérer. Et c'est du coup beaucoup plus difficile en tant que parent de gérer les émotions d'un enfant quand il les montre. Et souvent dans les générations d'avant, et souvent la manière dont nous on a été élevés, c'est une situation où les parents sont tellement pas en capacité d'accueillir les émotions de leur enfant, parce que eux-mêmes, leurs émotions ont encore été encore moins accueillies que les nôtres, que en fait, ils vont pas du tout ouvrir l'espace, et il y a aussi quelque chose de collectif où en fait c'est aussi quelque chose où sociétalement on va de plus en plus dans les dernières décennies pouvoir se mettre à la place des enfants, voir le fait qu'ils ont des besoins, comprendre quels sont ces besoins et comprendre qu'ils ont une subjectivité, arriver à se mettre à leur place de plus en plus. Donc il y a vraiment un mouvement sociétal, et puis le fait qu'on est de moins en moins dans des difficultés. La guerre ça fait longtemps, il y a moins de précarité, même s'il y en a encore beaucoup, mais la précarité d'aujourd'hui, c'est pas la précarité d'il y a 50 ans ou un siècle. Et donc, il y a toutes ces difficultés qui étaient là avant, qui faisaient que les gens étaient beaucoup en mode survie, qu'il n'y avait pas la place en fait pour ça, qui font qu'il y a la place progressivement de plus en plus pour ça. Mais donc du coup, nous on a été élevés souvent, notre génération, dans cette atmosphère où nos besoins, nos émotions n'avaient pas vraiment de place. Soit il y avait une forme d'indifférence, soit il y avait quelque chose où quand ça montait, c'était mis de côté, ou c'était vu comme on ne devrait pas ressentir, on ne devrait pas pleurer, on ne devrait pas, etc. Pourquoi tu cries, pourquoi tu es en colère, etc. Et c'est vu comme pas bien. Mais souvent ce qui se passe, c'est vraiment tout simplement que il n'y a pas d'espace en fait qui est ouvert pour ça. Et l'enfant qui est hyper adapté et hyper en lien avec le système émotionnel de ses parents, il va sentir en fait instinctivement s'il y a la place pour montrer ce qu'il ressent. Et donc le fait que nous, en tant que génération de parents, on fasse la place à ça, eh bien forcément, c'est beaucoup plus dur. Et donc si c'est dur, ta vie en tant que parent,
Eh bien, tout simplement, ça veut dire que, ben oui, tu fais les choses déjà beaucoup mieux que certains parents qui vont... Alors bon, bien sûr qu'il y a des caractères d'enfants, il y a des enfants qui vont être particulièrement toniques, particulièrement dynamiques, qui ont des volontés très très fortes, il y a des enfants qui sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus doux, ou beaucoup plus introvertis, et puis il y a des enfants qui sont de manière inhérente quand même plus faciles ou plus difficiles que d'autres à vivre ou s'adapter à eux, ça va être plus difficile ou plus facile, mais quand même de manière globale, quand on ouvre la porte à l'enfant tel qu'il est, eh bien on va devoir l'aider après à vivre tout ça, et on ouvre une porte à ce que l'enfant nous montre ce qu'il y a en lui. Et donc ça, c'est déjà le signe d'une parentalité plus éclairée et plus bienveillante que celle dans laquelle on a été élevé, où en fait il n'y avait même pas la place pour tout ça. Ou bien quand ça émergeait, c'était rencontré avec de la violence, des critiques, de l'humiliation, de quelque chose qui n'était pas du tout bienveillant. Et je sais qu'il y a parfois un discours très culpabilisant de la part des générations d'avant, je sais pas si c'est quelque chose que t'as pu vivre, mais il y a des parents, quand leurs enfants ont eux-mêmes des enfants, qui vont dire non mais en fait, moi de mon temps, ou moi j'aurais vécu ça, mes enfants faisaient ça, ou vous étiez pas aussi difficile. Toutes ces choses-là qui parfois peuvent faire culpabiliser, où on se dit mais en fait peut-être que je fais mal, en fait peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je devrais pas laisser autant d'espace à mes enfants pour s'exprimer, etc. Et comme nous, on s'est pas encore remis totalement de l'éducation qu'on a reçue souvent, et c'est de ça dont je vais parler ensuite, eh bien on peut facilement douter, on peut facilement culpabiliser, on peut facilement se dire mais en fait peut-être que j'ai pas si bien fait que ça. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, je pense, pour les générations d'avant, où ça les déclenche émotionnellement. C'est trop dur pour eux de s'adapter aux émotions de l'enfant, de s'adapter à ce dont l'enfant a besoin, et d'ouvrir la porte vers les émotions de l'enfant, c'est insupportable. C'est trop dur. Il y a vraiment quelque chose où ils doivent fermer la porte, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même un mouvement global des générations qui nous précèdent, où en fait, il n'y a pas la place dans leur système nerveux d'accueillir les émotions d'un enfant. Parce que les émotions d'un enfant, c'est pas rien. Hein. Les émotions d'un enfant, tu le sais si t'as un enfant, c'est rah, c'est dans tous les sens, et si on les laisse vraiment s'exprimer, eh bien ça déborde. Et donc il y a vraiment cette idée aussi que un enfant, il n'est pas capable de réguler seul ses émotions. Un enfant, il a un système nerveux qui est encore immature, il n'a pas la capacité de se calmer tout seul. Il n'a pas la capacité de se contenir tout seul, de faire que ses émotions redescendent. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'une présence calme et soutenante d'un adulte de confiance pour pouvoir sentir que ses émotions, elles peuvent s'apaiser. Et petit à petit, quand on reçoit ça en tant qu'enfant, on va pouvoir apprendre à se réguler nous-mêmes. Et c'est vraiment un besoin fondamental des enfants humains, c'est ce besoin d'aide à la régulation. Donc quand ton enfant a des émotions très 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 fortes, ce dont il a besoin, c'est d'un adulte qui reste avec lui calmement, qui est présent, qui va pas lui demander d'avoir autre chose que les émotions qu'il a. Ça veut pas dire un adulte qui va lui donner forcément ce qu'il veut quand il est frustré et qu'il veut quelque chose. Ça va être un adulte qui va lui dire tu as le droit de ressentir ça, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de ressentir des émotions, et je suis là. Et tu es en sécurité, et je suis avec toi, et le lien n'est pas rompu quand tu as des émotions, et je reste avec toi, et je reste calme, et je reste présent, et grâce à mon système nerveux régulé et calme, tu vas pouvoir, toi aussi, revenir à du calme. Et donc ça, c'est ce dont l'enfant a besoin. Sauf que c'est pas toujours facile de lui donner. Pourquoi c'est pas toujours facile de lui donner? Parce que nous-mêmes, on l'a pas reçu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, surtout quand c'est nos propres enfants, quand l'enfant a un âge précis, ça va venir réactiver notre vécu à cet âge-là. Aussi parce que, en tant que parents, on va particulièrement se projeter nous-mêmes dans notre enfance, ce qui est tout à fait normal, et heureusement qu'on fait ça, parce que ça nous permet d'être investis dans notre enfant, et de sentir que c'est notre enfant, qu'on le reconnaît comme une continuité de soi, mais du coup, ça va venir nous réactiver. Donc quand notre enfant a 2 mois, ça va réactiver notre vécu de 2 mois, qui est un vécu dont on n'a pas des souvenirs explicites, mais on a des souvenirs corporels profonds. Et quand notre enfant a 5 ans, ça va réactiver notre vécu quand on a 5 ans, quand il en a 12, ça va réactiver notre vécu de 12 ans, et donc, toutes ces choses qu'on a vécues à ces différents âges, et bien souvent, c'est des moments où on n'a pas pu recevoir cette régulation. C'est des moments où, du coup, on a encore beaucoup d'émotions qui sont encore en nous, des parts de nous blessées, des parts de nous pas régulées qui peuvent être réactivées.
Et donc ça peut venir réactiver notre propre impuissance, notre propre colère, notre propre désespoir, notre propre solitude et également les réactions de nos parents quand on a vécu toutes ces choses-là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a en face de nous un enfant qui crie, qui est désespéré, qui est pas bien, et ça va nous déréguler. Parce que ça va réactiver en nous ça, et en même temps, soit ça peut aussi nous rappeler ce qu'on a vécu à cet âge-là, ou bien on va projeter notre parent en fait dans cet enfant. C'est-à-dire que on va avoir cette sensation comme si... Parce que en fait, quand on était enfant, dans cette situation-là, notre parent avait des affects, des émotions que lui n'arrivait pas à réguler, et nous, on devait s'y adapter. Et donc du coup, cette situation où réellement, en tant que parent, on doit s'adapter réellement à notre enfant qui a des émotions qui ne sait pas réguler, mais de manière normale, eh bien ça va nous rappeler tous les moments où on s'est suradapté à notre parent quand il était dérégulé, en mettant nos émotions de côté. Et donc ça va réactiver tous ces vécus d'impuissance où nous, on avait besoin d'être aidé, d'être entendu, d'être compris, d'être reçu, d'être sécurisé, et où à la place on avait en face de nous un parent dérégulé qui ne pouvait pas nous accueillir et être là pour nous et nous sécuriser. Et donc tout ça, ça va faire que face à notre enfant dérégulé, on va peut-être pouvoir se mettre en colère, on va pouvoir se sentir anxieux, on va pouvoir se sentir désespéré, on va pouvoir avoir toutes ces réactions difficiles qui vont faire que on va pas supporter la dérégulation de notre enfant, qu'on va nous-mêmes avoir des émotions qui remontent et qui sont difficiles. Et en fait, on se retrouve dans une situation où notre génération a un double travail à faire. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit apprendre à notre enfant à se réguler émotionnellement, en étant nous-mêmes régulés, mais on doit aussi aider notre enfant intérieur à se réguler. Et ça, c'est le travail qui brise des chaînes transgénérationnelles. C'est un travail qui est extrêmement courageux et c'est un travail qui est extrêmement important. Et c'est vraiment ce travail de comment est-ce que je vais être à la fois à l'écoute de mon enfant extérieur réel et à l'écoute de mon enfant intérieur blessé et aider les deux à se réguler. Et c'est en allant aider mon enfant intérieur à se réguler que je vais pouvoir au mieux aider mon enfant réel à se réguler. Et en fait, ça passe par plein de choses différentes, mais déjà, la première chose, c'est comment est-ce qu'on va, dans les moments où notre enfant est dérégulé, eh bien revenir à soi. La première chose, le premier réflexe, c'est si on voit que ça nous dérégule et qu'on n'est pas dans une urgence là, maintenant, tout de suite, notre enfant a besoin de nous là, tout de suite, sinon il y a une situation de survie ou de gravité, notre enfant est blessé, mais si il n'y a pas d'urgence absolue, là maintenant tout de suite, on va se réguler. Et ça, c'est la priorité. Ça veut dire respirer, revenir vers soi, éventuellement sortir de la pièce. Et on peut le mettre en mots avec notre enfant s'il est suffisamment grand. Là, maman ou papa a besoin de se calmer, je reviens, et on va souffler, on va faire un tour, on va crier. Si on a besoin, on passe le relais à l'autre parent, s'il y a un autre parent. Ça peut être bien d'en discuter en amont. Si vraiment on a du mal à se réguler, qu'on sait qu'on va avoir besoin de passer le relais, de toute façon en tant que parent, on a besoin de passer le relais. On n'est pas fait pour être seul avec un enfant en tant qu'espèce humaine, même un couple avec un enfant, c'est quand même quelque chose de très 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 récent dans l'histoire de l'humanité, la famille nucléaire, donc c'est normal aussi par ailleurs de péter des câbles quand on est constamment avec des enfants, sachant que les communautés d'humains à l'échelle de l'humanité, en fait c'est des dizaines d'enfants avec des dizaines d'adultes en fait. Et ça permet aussi de rester régulé, d'aller chercher d'autres adultes pour la co-régulation, enfin voilà, et c'est une situation très particulière quand même la famille nucléaire, aussi en termes de comment on se régule, comment on va chercher des espaces où on est aussi avec nous-mêmes. Donc priorité, se réguler. Priorité, revenir à soi. Et après, c'est aussi dans d'autres espaces qu'on va pouvoir se réguler. Donc sur le moment, quand on est dérégulé, de toute façon, à partir du moment où on est dérégulé, il va rien se passer de bien. On va pas être capable de réagir d'une manière qui va être bonne pour notre enfant. Donc vraiment, on va se réguler. Si c'est possible, on passe le relais et on revient quand on est plus calme. Et s'il y a besoin de sortir, de revenir de la pièce plusieurs fois pour revenir en étant régulé, pour être disponible, eh bien on le fait au maximum. Et c'est à partir de cet état de régulation, à partir de cet état où on va respirer, où on va souffler, où on va se poser, qu'on va pouvoir aider vraiment notre enfant le mieux, où on va être centré, où on va être en lien avec nos besoins, on va être en lien avec nous-mêmes. Et ça c'est aussi un travail qu'on va pouvoir faire en dehors, c'est tout le travail de thérapie, c'est tout le travail de lien avec nous-mêmes, tout le travail de régulation du système nerveux. Et en fait, tout ce travail-là, on va pouvoir le faire de plein de manières différentes, parce que bien sûr que c'est quand on le fait pour se calmer au moment où on a déjà été déclenché,
Mais en fait, on gère la réactivation, mais l'idéal, c'est de pas être déclenché du tout, ou de l'être beaucoup moins. Et ça va être tout le travail sur l'enfant intérieur, tout le travail de thérapie sur les traumas, tout le travail qu'on va pouvoir faire petit à petit en revenant à tous les moments où justement on n'a pas pu être régulé et venir rassurer les parts de nous qui ont manqué d'accueil, qui ont manqué de régulation, qui ont manqué de cette disponibilité parentale rassurante. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire bien sûr en thérapie. J'ai créé un guide gratuit qui permet de faire le point, de revenir à soi et de s'aimer davantage, que tu peux trouver en description, et qui peut être aussi une très bonne première étape pour voir où tu en es, et qui donne des exercices concrets pour commencer à s'aimer davantage. Donc ça c'est vraiment, et comment on va rentrer en lien avec nos parties blessées pour se mettre à l'écoute de nos besoins qui n'ont pas été remplis. Le dernier point dont je voulais parler, c'est vraiment aussi la question de mettre des limites, parce que c'est aussi quelque chose qui est très compliqué dans notre génération, comment on va mettre des limites à nos enfants. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est difficile, c'est que souvent, en tout cas mon analyse, c'est que souvent dans notre génération et dans les générations d'avant, on a très peu connu des limites qui étaient posées de manière bienveillante. C'est-à-dire que souvent, dans les générations d'avant, les limites, elles sont posées aux enfants, déjà souvent de manière violente, mais pas tant pour le bien de l'enfant, mais plutôt pour le confort de l'adulte. C'est-à-dire que, alors pas tout le temps, mais quand même souvent. C'est-à-dire que bien sûr qu'un enfant a besoin de limites. Bien sûr qu'un enfant, on ne peut pas tout le laisser faire. Bien sûr qu'un enfant, il faut le protéger, sa sécurité, son hygiène, sa santé. Et puis les limites, c'est aussi comment est-ce qu'un enfant va apprendre qu'il y a moi, il y a les autres, et en fait je peux pas tout faire parce qu'au bout d'un moment je fais du mal aux autres. Donc c'est très important de comprendre au bout d'un moment que mes limites, c'est aussi là où je commence à faire du mal aux autres en fait. Mais tout ça, souvent, on a tellement, nous, en tant que parents, vécu les limites, pas du tout d'une manière qui était faite pour nous, mais qui était faite pour protéger le confort émotionnel du parent, et qui était fait de manière totalement dérégulée et déstructurante, qu'on a associé la limite et la structure avec quelque chose de négatif. Mais de négatif à un niveau émotionnel, parce qu'en fait on a tellement reçu des limites qui étaient trop rigides et qui n'étaient pas bonnes pour nous, qu'en fait on ne sait pas mettre des limites d'une manière qui est bonne pour l'enfant, et on a une génération de parents qui ne mettent pas de limites à leur enfant, parce qu'en fait ils préfèrent ne pas mettre de limites et d'être à l'écoute de l'enfant plutôt que de mettre des limites, parce qu'en fait ils ne savent même pas comment faire pour mettre des limites qui sont bonnes en fait. Et c'est vrai que les limites dans notre génération, souvent ça va être des parents totalement dérégulés, qui crient, qui parlent avec une grosse voix, qui font peur, et des limites qui sont mises dans la sévérité, que l'autorité en fait c'est tout simplement faire peur à l'enfant pour qu'il nous obéisse. Et en fait, demander l'obéissance à un enfant, c'est vraiment lui demander une forme de soumission. Et bien sûr que c'est important d'avoir la collaboration de notre enfant et de pouvoir aller ensemble vers des buts communs, mais qui sont bons pour tout le monde en fait. Et ça c'est très différent. La collaboration, c'est quelque chose qui se met sur une base de confiance. C'est parce que l'enfant a confiance en nous, c'est parce que l'enfant a confiance qu'on va faire des choses qui sont bonnes pour nous, que les limites qu'on lui impose, c'est pour lui, qu'on va pouvoir trouver de la collaboration et qu'il va être d'accord en fait, parce qu'il a confiance en nous et qu'il a confiance que ce qu'on lui pose comme limite c'est bon pour lui en fait. Et qu'on va le faire en gardant notre calme, qu'on va le faire en étant tranquille, posé, et qu'on va le faire en restant en lien avec lui. Alors que les limites que souvent on a reçues, c'est des limites qui sont avec une valeur obéissance qui est très forte. Avec l'idée, et c'est très français mais pas que en fait un bon enfant c'est un enfant qui obéit. Et donc ça c'est pas du tout dans l'écoute des besoins de l'enfant, c'est dans l'écoute des besoins de l'adulte, parce qu'en fait c'est le besoin de contrôle de l'adulte, parce qu'en fait en effet en tant que parent c'est pas du tout agréable un enfant qui fait pas ce qu'on lui dit. C'est beaucoup plus agréable un enfant qui va pas faire chier et qui va juste faire ce qu'on lui dit, obéir, etc. Et en fait on peut se sentir pas respecté en tant qu'adulte, mais ça c'est quelque chose de très sociétal, quand l'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, mais en fait l'enfant va faire ce qui est bon pour lui. L'enfant va faire ce qui est bon par rapport à ses besoins, et s'il a besoin de s'affirmer pour que ses besoins soient reconnus, eh bien probablement qu'il a raison en fait. Peut-être que s'il a besoin de nous mettre ses besoins dans la figure, c'est qu'on ne les a pas suffisamment pris en compte. Et déjà le fait de laisser la place à l'enfant pour faire ça, c'est déjà mieux que si l'enfant n'a pas la capacité de s'énerver. Donc déjà ça fait quand même de nous un meilleur parent si on lui laisse la place pour dire, même avec force et fracas, ce qu'il ressent, ben au moins il a la place de le dire. Mais en fait, ça veut dire, s'il a besoin de le dire en hurlant, ben ça veut dire qu'il sent que s'il le dit plus calmement, ou s'il l'exprime plus calmement, ça sera pas entendu. Il y a vraiment cette idée dans la limite, que si ce qu'on cherche à faire, c'est contrôler l'enfant,
pour être en confort émotionnel, on le fait pour nous en fait. Et un enfant n'a pas envie d'être contrôlé. Personne aime être contrôlé, et c'est normal. Et si ton enfant se rebelle quand tu essaies de le contrôler, bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est suffisamment en lien et que tu l'as laissé être suffisamment en lien avec ses propres besoins et avec ce qui est bon pour lui. Et donc souvent, les parents qui sont dans une attitude bienveillante vont chercher à ne pas contrôler leur enfant, vont chercher à ne pas demander son obéissance, mais parfois vont ne plus du tout mettre de limites. Ou bien on va osciller entre laisser l'enfant faire ce qu'il veut et le contrôler parce qu'en fait on sait pas trop comment faire autrement. Et ce qui est efficace, c'est de revenir dans quelque chose qui est pourquoi je mets des limites, est-ce que c'est pour contrôler mon enfant ou est-ce que c'est pour son bien, et comment est-ce que je peux rester régulée quand je mets des limites. Et en fait on peut mettre des limites, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail sur soi, mais en restant calme. Et on peut avoir un enfant totalement dérégulé en face de nous qui dit qu'il veut tel truc, et on peut lui dire non, tu l'auras pas parce que c'est pas bon pour toi, parce que j'ai décidé, parce que X heures d'écran par jour c'est la limite, parce que X quantité de sucre par semaine c'est la limite, parce que je sais que c'est bon pour toi, je sais que t'es trop petit pour t'arrêter quand c'est raisonnable, donc je vais te dire non et je vais rester avec toi dans ta frustration. Si t'es en colère, c'est normal, je suis là, je t'aime, et on va traverser cette épreuve de la frustration et de la colère ensemble. Et je ne romps pas le lien en fait. Et c'est comme ça qu'on met des limites efficaces à un enfant. Alors je dis pas que c'est facile, parce que pour le coup ça demande énormément de capacité de régulation de soi-même. Ça demande de rester calme, ça demande de rester posé, ça demande de rester disponible, et ça demande vraiment d'accepter le fait que notre enfant puisse traverser des émotions inconfortables et d'être avec lui. Mais c'est aussi ça qui va être efficace. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de la question des limites et de comment est-ce qu'on va pouvoir, même dans la bienveillance, mettre des limites qui vont être vraiment importantes pour que l'enfance puisse se structurer, mais sans tomber dans quelque chose qui soit dictatorial ou contrôlant, mais qu'il faut vraiment arriver à faire la différence entre les deux et se positionner, et que c'est vraiment le fait de soi-même être régulé, d'avoir fait ce travail sur soi-même, qui va nous permettre de le faire de manière posée, et que c'est vraiment un travail générationnel incroyable qu'on est en train de faire. On est vraiment en train de briser des chaînes de malédiction transgénérationnelle. Je pense que notre génération a un courage immense de faire ça. Et vraiment, si toi-même tu es dans ce processus, je suis de tout cœur avec toi. Moi-même je suis dans ce processus, je sais à quel point c'est sportif. Mais on va y arriver et on y arrive. Et le fait de pouvoir s'accueillir, se donner de la reconnaissance, se dire bah oui c'est difficile mais c'est normal. Et c'est aussi un chemin qui est beau. Je pense que c'est vraiment important. Donc voilà, dis-moi si ces vidéos où je parle de parentalité, c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a d'autres vidéos comme ça que j'aimerais faire, par exemple comment est-ce que notre enfant révèle ce qu'on doit travailler chez nous et nos schémas et nos points aveugles. Ça c'est aussi une vidéo que je trouverais intéressante à faire et importante. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Sur cette chaîne Naître à soi-même, je te donne des outils pour mieux te comprendre, mieux t'aimer et revenir vers toi avec plus de souveraineté. Donc n'hésite pas à t'abonner, et à bientôt.